Merci, merci à vous. Alors, bon, l'exercice était un peu difficile, je dois dire, parce que je me rends pas bien compte du public que vous représentez. Donc, j'espère que j'ai ciblé correctement le contenu de mon exposé par rapport à ce que vous attendez. N'hésitez pas à m'interrompre si je vais ou trop vite ou trop lentement, et même à poser des questions au cours de l'exposé, ça ne me dérangerait pas du tout. Donc, je vais essayer de faire un exposé un peu général, en espérant ne pas dire trop de généralité sur la problématique des données massives que j'ai mise en lien avec celle des sciences ouvertes, de la science ouverte. Et donc, je vais essayer de présenter les enjeux et les défis de tout ça. Bon, on constate tous, hein, c'est vraiment un constat général, que les données sont omniprésentes, elles sont multiformes, multisources, multi-échelles, et dans de plus en plus de domaines, elles deviennent vraiment au cœur de la démarche scientifique, ce qui fait un changement assez important dans certains domaines. Donc, du coup, ça appelle à des besoins de formation à ce que j'appelle la science des données, qui est justement, que je qualifierai juste par la suite, et ce, à la difficulté de ces formations-là, en formation initiale, en formation permanente, à différents niveaux, aussi bien pour des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs et des décideurs. Donc vraiment, je pense que tout ce public doit comprendre à minima les enjeux de la science des données, ce que recouvre la science des données. Et il y a également de plus en plus une exigence sociétale pour une science ouverte et reproductible. Et les deux, je trouve, sont liés. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler dans mon exposé, qui aura comme c'est annoncé sur ce premier transparent, deux parties. La première partie sur la science des données, ensuite sur les aspects un petit de réflexion sur sciences ouvertes et reproductibles. Alors, la science des données en un slide, c'est quoi? Alors, ça recouvre, pour moi, la science des données, ça recouvre de nombreuses choses, plus ou moins techniques. Ça recouvre des principes, des méthodologies, des bonnes pratiques, des techniques et des outils numériques pour l'exploitation de données massives. Et pourquoi on exploite les données massives? C'est pour pouvoir extraire de ces données des modèles prédictifs d'aide à la décision ou tester des hypothèses scientifiques. Alors, j'ai souligné dans ce slide ce qui me paraît important, c'est que voilà, ces données, on ne va pas juste appuyer sur un bouton et après avoir un résultat. On veut que, comme c'est utilisé pour apporter de l'aide à la décision, souvent sur des domaines à fort impact sur les personnes, et parce que aussi c'est un outil d'aide à la décision pour des scientifiques, tout ça doit être interprétable par l'humain. Et c'est l'humain qui va, par exemple, c'est le scientifique qui va devoir formuler et tester ces hypothèses et donc comprendre un minimum comment tester les hypothèses ou comment comprendre un modèle prédictif d'aide à la décision. Donc, l'humain doit être dans la boucle. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, la science des données, donc c'est comment en fait, voilà, comment un peu rationaliser l'exploitation de données massives. Alors, le mot exploitation des données massives, hein, c'est en fait l'exploitation de données, ça recouvre toute une chaîne de traitement dont chaque étape peut et doit être outillée de façon maîtrisée et rigoureuse. Alors, je me suis posé pas mal de questions sur à quel niveau de détail j'allais préciser les différentes étapes de la chaîne de traitement de données. J'ai décidé de structurer ça en 4 grandes étapes.
La première étape, c'est la collecte des données. Ensuite, une étape très importante de préparation des données, puis l'étape de l'analyse de ces données, et enfin la dernière étape d'interprétation et de validation des résultats de cette analyse. Donc voilà, je vais un petit peu rentrer dans le détail de chacune de ces étapes en montrant un petit peu à chaque fois quels sont les problèmes, les difficultés, les défis. Alors, la collecte des données, donc c'est une étape, voilà, les données, elles n'arrivent pas comme ça. Et d'abord, les données peuvent être obtenues il y a plusieurs sources de données, et ces sources de données peuvent être possiblement hétérogènes. Donc ça, c'est important de bien le considérer. Un autre point que j'aurais dû mettre en premier, je pense, c'est une collecte des données, on ne le fait pas comme ça pour le plaisir, c'est pourquoi faire. Donc là, il y a vraiment une question à se poser avant. Qu'est-ce que je veux faire avec ces données que je collecte? Quelle analyse ou quelle hypothèse je veux vérifier? Et pour justement être guidé par cette question pour résoudre tous les problèmes qui se posent dans la collecte des données. Donc les problèmes à résoudre, ils sont assez nombreux. Parce que selon les domaines, les données, elles peuvent provenir de capteurs, elles peuvent provenir de capteurs donc pour des mesures, elles peuvent provenir aussi d'enquêtes, enfin, donc c'est très, très varié. Donc, il y a des tas de techniques qui permettent de collecter ces données. Et il faut évidemment les connaître pour choisir les techniques qui permettent de collecter les données les plus pertinentes pour la question posée. Un autre point très important, c'est de vérifier la fiabilité des sources de données. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui sont pour l'instant un petit peu, voilà, c'est pas vraiment, tout ça n'est pas vraiment rationalisé. Mais il faut se poser la question de, voilà, est-ce que les sources de données sont fiables et comment je peux les vérifier? Ça veut dire quoi la fiabilité et comment je peux la vérifier? Il s'agit ensuite, et c'est un peu différent, de mesurer la qualité des données dans chaque source qui a été jugée fiable, donc à partir de qu'on a sollicité. Et alors la qualité des données, c'est pareil, c'est un concept assez général qui recouvre différents aspects. Des données de qualité sont en général correctement structurées. Alors bien sûr, on peut avoir des données de type image ou des données de type texte, mais la plupart du temps, on a aussi des données qui nous proviennent, qui sont donc des données tabulaires. Donc déjà, voilà, il s'agit de qualifier aussi les types de données que l'on va obtenir. Hein. Les problématiques pour le traitement d'images ne sont pas du tout les mêmes que pour les problématiques de traitement de données tabulaires, par exemple, ou de données textuelles. Donc, en particulier pour des données tabulaires, donc, il faut vérifier qu'elles sont correctement structurées, que le schéma, c'est-à-dire que cette structure est suffisamment claire et documentée pour que on puisse donner du sens aux données qu'on collecte et qu'il y ait le moins possible de données manquantes ou de données aberrantes, ce qui peut ce qui est souvent le cas. Et donc, il faut essayer de voir comment essayer de mesurer un petit peu cet aspect-là aussi. Un autre problème important, c'est d'assurer l'interopérabilité entre les schémas des différentes sources. Donc, j'ai dit, et c'est important, que souvent, pour faire une analyse de données, on va croiser des données qui proviennent de sources possiblement hétérogènes. Et l'hétérogénéité, elle peut être aussi de différentes natures. Et donc, il faut assurer, vérifier, mesurer le degré d'interopérabilité et si ce n'est pas interopérable, il faut assurer cette interopérabilité entre les schémas des différentes sources, par exemple en établissant des mappings. Donc, il y a des techniques aussi pour faire ça, des techniques semi-automatiques pour aller dans ce sens.
Si ce que l'on veut faire, c'est si les données que l'on collecte sont destinées à alimenter, par exemple, des outils d'apprentissage supervisé où vous savez que en fait, les données doivent être étiquetées avec des annotations qui vont vraiment être les entrées d'un algorithme ou d'un système d'apprentissage supervisé, ben, il faut vérifier la justesse des annotations de ces données. Et l'expérience montre que ces annotations, selon par qui elles ont été faites, soit par des experts ou des techniciens, soit par ce qu'on appelle du crowdsourcing de masse, bien, on peut avoir vraiment des annotations de qualité très variées. Et évidemment, ça va avoir un impact, ça va avoir un impact important sur le résultat de l'analyse. Et enfin, quelque chose dont il faut prendre l'habitude, il faut aussi s'assurer de la conformité avec le règlement, avec ce qu'on appelle le RGPD. C'est le règlement GPD, c'est le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. Et ça, c'est aussi un point dont il faut être conscient lorsqu'on collecte des données qui peuvent porter sur des données médicales ou même des données d'image, médicales ou pas, ou même parfois des enregistrements de paroles. Tout ça, ce sont des données à caractère personnel parce que c'est des données qui permettent d'identifier des personnes. Et donc, il y a une législation qu'il faut connaître pour y être conforme. Donc voilà, ça c'est un petit peu ça décompose un petit peu tous les problèmes à résoudre pour la collecte des données, pour une question qu'on se pose, pour une analyse qu'on vise, une hypothèse qu'on veut vérifier. Les différentes problématiques doivent être évidemment en lien avec cette question, qu'est-ce qu'on veut faire de ces données, quelle analyse on souhaite faire de ces données. Une fois les données collectées, eh bien, il y a une phase souvent très importante qui est très importante pour la qualité des résultats de l'analyse. C'est ce qu'on appelle alors la préparation des données dans lequel j'ai indiqué 3 sous-étapes qui parfois sont indiquées comme étant des étapes à part entière. Donc pour moi, la préparation des données, la première étape, c'est ce qu'on appelle le nettoyage des données. Comme je l'ai dit, si dans la collecte des données, souvent, on s'aperçoit qu'on a certaines données qui sont manquantes ou des données qui sont des données aberrantes, eh bien, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Est-ce qu'on va tout simplement supprimer les données manquantes ou les données aberrantes ou bien les modifier pour les corriger? Et comment? Ensuite, il y a une étape importante que j'appellerais transformation de données, où là, alors c'est pareil, je vais plutôt l'illustrer sur des données tabulaires, où des données tabulaires, c'est quoi? C'est des données qui sont décrites. On a des données qui sont décrites par un certain nombre de variables ou d'attributs. Moi, j'appellerais disons que j'appellerais plutôt attributs, mais dans certaines communautés, on appelle ça des variables, et qui ont certaines valeurs qui peuvent être des valeurs, donc ces variables ou ces attributs peuvent être numériques ou avec des valeurs qualitatives. Et souvent, les données brutes, c'est-à-dire les données qu'on a collectées, pour plein de raisons, parce qu'on a toujours peur de ne pas avoir assez de données, de ne pas avoir assez d'informations dans les données, bien souvent, on se retrouve à l'issue de l'étape de collecte des données avec des données tabulaires qui ont de très nombreux attributs, de très nombreuses variables. Et en plus, ces différents attributs, ils n'ont pas forcément un sens facile à interpréter pour les humains. Donc là, il y a tout un tas de techniques qui peuvent aider à réduire le nombre d'attributs, mais à bon escient, bien sûr, et tout en repérant et en ne gardant les attributs les plus pertinents. Alors, il y a des tas d'outils statistiques qui permettent de faire ça, basés sur des recherches de corrélation. Si on peut s'apercevoir que
3-4 attributs sont extrêmement fortement corrélés parce voilà, et que du coup, on va peut-être en choisir un et ne pas considérer les 3 autres. On peut aussi être amené à construire de nouveaux attributs plus pertinents, plus signifiants à partir d'attributs existants de plus bas niveau. On peut aussi décider pour gagner en interprétabilité et en simplicité, d'extraire certains attributs numériques pour les rendre plus facilement explicables et interprétables par des utilisateurs humains, par exemple, donc en les catégorisant. Mais tout ça, c'est des choix qui peuvent avoir après des impacts. Donc, bien évidemment, même quand on transforme les données, c'est toute une chaîne et on garde, il faut que ce soit une transformation réversible, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse revenir à des choix qu'on a fait au préalable. Mais cette étape est très importante de se poser la question sur finalement de garder les bons attributs, les plus pertinents, les plus importants. Alors, quand je dis les plus pertinents, les plus importants, il y a des outils qui vont nous aider à faire ça. Et il y a aussi une étape qui peut être très utile également, de ce qu'on appellera enrichissement des données. Bien souvent, on va collecter des données et on va décider de les enrichir par des données externes complémentaires, fiables, qui vont complémenter, donc qui vont nous permettre d'avoir une information plus riche sur les données qu'on a collectées. Et je signale, parce que là pour l'instant j'ai beaucoup parlé de données tabulaires, il y a pour moi, ce qu'on appelle la data augmentation dans le traitement d'images pour justement préparer les données pour des traitements de type deep learning ou machine learning, eh bien, ça fait partie de l'enrichissement des données. Donc, c'est des cas où on sait pertinemment qu'on n'a pas assez de données d'entraînement. On a des images, par exemple, imaginez des images difficiles à obtenir parce que voilà, des images obtenues en radiologie médicale, des choses comme ça, et on n'a pas beaucoup d'images annotées par des médecins et pas assez en tout cas pour y appliquer de façon fiable des algorithmes qui demandent beaucoup de données. Eh bien, il y a des techniques en fait justement sur de transformation d'images par des rotations, etc., pour fournir plus d'exemples et donc enrichir les données d'apprentissage. Donc, l'analyse des données, évidemment, c'est la phase qui est la plus, je dirais, intéressante, puisque c'est là où on dit, ben voilà, on va utiliser des outils, ils vont nous, ça va avec ces outils vont nous permettre d'obtenir des modèles de prédiction, etc. Donc, l'analyse des données, c'est la phase la plus automatisable parce qu'actuellement, il y a une pléthore d'outils sous différentes formes, dans des bibliothèques d'environnement statistique ou autres. Il y a vraiment beaucoup d'outils sur étagère. Alors ça, c'est bien, c'est très bien, ça facilite beaucoup les choses, mais il y a un danger que je vois, moi, dans mes étudiants en stage, où en fait, le risque, c'est de dire « Ah, chouette, il y a plein de… J'ai des données, j'ai des outils, j'appuie sur des boutons et puis j'ai les résultats et je n'ai aucun esprit critique. » Et quelque part, on est un peu bluffé par la magie de l'outil et on perd un peu l'esprit critique et l'esprit scientifique. Donc, la difficulté face à ça, finalement, c'est d'avoir des bases suffisantes en sciences des données pour choisir le bon outil. Et surtout, je dirais, les bons paramètres pour cet outil. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'outils sur étagère que l'on peut paramétrer. Ça, c'est facile, sauf que comment le choix des bons paramètres, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour la suite et ce n'est pas du tout évident. Évidemment aussi pour choisir l'infrastructure de calcul nécessaire
pour faire tourner ces outils sur nos données. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que des outils d'analyse, il y en a, mais beaucoup, 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 parce qu'il y a différents types d'analyses que l'on peut faire sur les données. Alors, j'ai essayé là de catégoriser, pour ne pas non plus faire trop catalogue, les grandes classes d'outils d'analyse. Donc, il y a des méthodes, les méthodes que je qualifierais de statistiques. Il y en a plein, mais donc une des plus célèbres, c'est la méthode d'analyse en composantes principales, par exemple. Ces méthodes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, en fait, vous avez vos données, déjà, vous avez fait une sélection d'attributs, mais il y en a encore pas mal. Et en fait, c'est difficile elles vont essayer de faire parler ces données en les projetant dans un espace à dimension réduite qui va être visualisable par un nuage de données. Donc, ça va faire ressortir, ça va donner un point de vue sur vos données à l'aide d'un nuage de données qui va faire ressortir des tendances fortes. Et avec tout l'art de ces méthodes, c'est avec le minimum de perte d'informations. Donc, ça, c'est et là, je cite l'analyse en composantes principales, mais il y en a des dizaines d'autres méthodes qui ont un peu ce même objectif. Et puis, il y a toute une autre famille de méthodes de classification non supervisée qu'on appelle souvent des méthodes de clustering. Donc, je cite pareil les plus célèbres, K-means, HCA, donc c'est la méthode hiérarchique de clustering, où là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, parce que les données, elles sont, voilà, on a plein de données, elles sont quelque part en vrac, on va essayer de les regrouper dans des groupes ou des clusters ou des classes homogènes pour un peu avoir une meilleure vision et de ces données avec cette vision cluster plutôt que données comme ça individuelles. Et tout ça, ça se fait, alors il y a des différentes techniques, mais c'est en gros en fonction d'une mesure de similarité qu'on va se donner. Et il y en a plein, des mesures de similarité. Ces algorithmes-là vont de façon automatique, en prenant en entrée vos données et cette mesure de similarité, et éventuellement on peut donner aussi le nombre de clusters qu'on désire. Il va vous trouver ces clusters les plus homogènes qui soient, et à partir de là, parfois même un élément représentatif de chaque cluster qui, quelque part, va représenter toute une classe de données et donc va être plus facile à interpréter pour un humain. Il y a encore de façon très différente, derrière il y a des techniques évidemment différentes, des méthodes de classification supervisées. Et là, il y en a aussi beaucoup. J'en cite que quelques-uns. Les arbres de décision, les random forest, le deep learning, les méthodes de type SVN, et j'en passe. Alors là, c'est les méthodes qui sont le plus à la mode actuellement, qui nécessitent de fournir des données un peu particulières, c'est-à-dire c'est des données qui sont des exemples annotés. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, des données médicales ou des données d'image médicale ou des données tabulaires sur différents patients. Et puis, pour ces patients, on sait qu'un médecin a étiqueté le diagnostic qu'il a fait ce patient, ou s'il y a dans l'imagerie médicale de ce patient une tumeur qui a été repérée ou pas. Donc, ça, c'est des exemples plus sérieux. Et puis, vous connaissez tous l'exemple d'images où vous voulez reconnaître, à minimum, distinguer des chiens des chats, où vous voulez reconnaître différents objets dans les images. Et pour faire cela, ces techniques utilisent donc des exemples annotés par des humains, plus ou moins experts, qui sont ensuite utilisés pour apprendre automatiquement une fonction de prédiction à partir de ces exemples annotés. Et cette fonction de prédiction, elle va être ensuite utilisée pour prédire la bonne classe sur des entrées nouvelles.
Donc ça a l'air très magique, hein, mais c'est vrai que ça a beaucoup d'intérêt. Mais pareil, il faut avoir un peu un esprit critique sur ces méthodes et leurs résultats et comment qualifier leurs résultats. Et enfin, il y a encore d'autres types de méthodes qui vont en fait s'intéresser à extraire, souvent on dit extraire de la connaissance à partir des données, cette connaissance étant souvent des motifs fréquents qui sont des combinaisons d'attributs qui apparaissent souvent ensemble dans les données et qui peuvent correspondre à des concepts pertinents pour le domaine, nouveaux, parce que si on les connaissait déjà, ce n'est pas très intéressant, ou des règles un peu nouvelles aussi dans le domaine de ces données. Donc, il y a aussi, je cite là, un certain nombre de méthodes qui sont maintenant des classiques pour faire ces choses-là. Donc, vous voyez que l'analyse des données, c'est quelque chose de très, très riche. Il y a des tas de possibilités, il y a des tas d'outils. Et ces outils, il faut bien les comprendre, il faut bien les savoir à quel type d'analyse ils peuvent nous aider. Et enfin, la dernière étape qui est aussi évidemment extrêmement importante, c'est l'interprétation et l'évaluation des résultats. Et là, le problème, c'est, et c'est là souvent où moi, mes étudiants, je trouve qu'ils n'ont pas assez d'esprit critique, c'est de savoir qualifier et interpréter ce que nous fournissent des outils automatiques qui et évidemment, selon les outils, et selon les méthodes, selon les analyses, ce n'est pas les mêmes choses qu'il faut savoir repérer. Par exemple, donc, si je m'intéresse à un outil d'apprentissage automatique, donc de classification supervisée, il faut savoir comment on va évaluer les résultats de prédiction d'un tel outil. Par défaut, souvent, ces outils qu'on utilise renvoient comme métrique, donc ces outils, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne ce qu'on appelle un ensemble de données d'entraînement, et là-dessus, ils font de l'apprentissage automatique, et ensuite, ils vont tester la prédiction, leur fonction de prédiction qu'ils ont apprise, sur un ensemble de tests. Les données, au départ, on les a séparées entre une partie devant servir à faire l'apprentissage automatique, à l'entraînement, et l'autre partie devant servir au test pour mesurer la qualité de la prédiction apprise par cet outil. Donc, par défaut, les outils renvoient comme métrique souvent de la qualité du modèle appris. C'est assez logique. Ils vont renvoyer le pourcentage de données bien classées dans l'échantillon de test. Ça a l'air très pertinent, très bien. OK. Donc, quand c'est, par exemple, et là, une fois qu'on nous dit, voilà, sur mon échantillon de test, j'ai 95% de pourcentage de données bien classées. C'est bien ou c'est pas bien? Comment interpréter ce type de résultat? Ça dépend, en fait. Parce que selon le jeu de données, si le jeu de données, par exemple, est fortement déséquilibré en faveur d'une prédiction, comme par exemple dans un domaine médical, on imagine bien qu'on a plein de radios, du sein, par exemple, de mammographie, et que sur ces mammographies, il y a la très grande majorité, et heureusement, il n'y a pas de tumeur. Donc, ça va être labellisé pas de tumeur. Et il y en a très peu, 5% peut-être, qui vont être qualifiés, dans lequel un expert a dit là j'ai vu une tumeur. Et bien dans ce cas-là, 95%, ce n'est pas du tout un bon résultat. Parce qu'en fait, finalement, c'est tout à fait biaisé par le fait, en gros, sans expertise, effectivement, il y a 95% qu'il n'y ait pas de tumeur. Et donc, j'ai bien classé mes images. Donc, tout ça, vous voyez, ça demande une bonne connaissance et un bon esprit critique, savoir interpréter les résultats, y compris les résultats, les métriques qui sont fournies. Alors là, je donne juste un petit exemple. En fait, les outils automatiques de classification, il y a plein
de façon de métrique pour évaluer les résultats en fonction de la comparaison de ce qu'on appelle des trous positifs, des falses négatifs, des falses positives et falses négatives. C'est ce qu'on appelle la matrice de confusion. Et à partir de ça, il y a différentes métriques, la sensitivité, la spécificité, l'accuracy, enfin, etc. Donc, il faut savoir interpréter, il faut connaître ces mesures et comprendre ce qu'elles signifient. Et en fonction de notre jeu de données, pouvoir les interpréter comme un bon ou un mauvais résultat et du coup, après, savoir ce qu'on en fait. Donc ça, c'est en particulier pour essayer de qualifier et d'interpréter les résultats de prédiction d'un outil d'apprentissage automatique. Pour les autres méthodes, par exemple, pour pouvoir interpréter et qualifier la qualité des règles apprises, par exemple par extraction de patterns fréquents, et bien là, c'est d'autres problématiques qui se posent pour ça. C'est parce que là, on voit bien l'importance d'avoir choisi peu d'attributs, mais des attributs pertinents pour décrire les données, parce que sinon, le risque, ça va être d'avoir des règles extrêmement spécifiques, bas niveau, qui risquent de ne pas être très utiles, et surtout, on risque d'en apprendre plein, et on ne saura pas vraiment, on n'aura pas gagné en connaissance, ou pas assez, on n'aura pas assez obtenu le bon niveau d'abstraction pour pouvoir interpréter et évaluer le résultat de ce type d'outil. De la même manière, si ce qui nous intéresse, c'est de faire du clustering, et il y a des outils d'analyse pour construire ces clusters, donc des outils de classification non supervisés. Là, ce qui va être important, c'est de mesurer la robustesse des résultats, donc la robustesse des clusters obtenus au changement de paramètres. Parce qu'on peut jouer sur différents paramètres, le nombre de clusters est un paramètre parmi d'autres. Et aussi la robustesse à la mesure de similarité. Donc tout ça, ce n'est pas magique, et ça peut, les résultats peuvent être plus ou moins robustes à ces changements ou à ces choix de paramètres ou de mesures de similarité étant un paramètre aussi dans ces techniques. Et de la même façon, c'est les nuages de points fournis par l'outil statistique. On dit souvent que c'est de la visualisation de données, ce qui est vrai. C'est de la visualisation de données, mais comment les interpréter? Donc là, j'ai pris un exemple que j'ai trouvé sur un exposé d'un statisticien sur YouTube, où en fait, voilà, ça c'est typiquement le résultat qu'on obtient d'analyse en composante principale, où en fait, on va avoir, on a des points qui vont se retrouver comme ça à plat sur un plan, avec en fonction de 2 dimensions. On ne sait pas trop ce que c'est ces dimensions si on ne connaît pas comment elles sont construites. Et puis, on voit des choses qui sont pertinentes. Là, c'est des noms de villes. Et on sent bien que, par exemple, la ville de Lille et la ville de Nice sont assez opposées, en tout cas dans cette visualisation. Qu'est-ce qui les oppose? Pourquoi elles se retrouvent ainsi? Comment interpréter les axes? Et en fait, il y a un besoin vraiment de variables pour interpréter les dimensions qui sont calculées de façon automatique par ces outils. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour de choses qu'il faudrait, dans lesquelles il est important de sensibiliser ou de former avec plus ou moins de profondeur les personnes impliquées dans l'analyse de données. Donc évidemment, dans ces workflows de traitement de données, les différentes étapes, bien que je les ai décortiquées, ne sont pas indépendantes, puisque des choix faits à une étape peuvent, on le sent bien, impacter la qualité d'une étape ultérieure. Donc c'est vraiment très important lorsqu'on spécifie un workflow de traitement de données, c'est-à-dire une séquence de traitement décortiquée, qu'il y ait une certaine réversibilité du workflow, parce qu'on voit bien que, en fait, une fois qu'on a
interpréter les résultats, on va s'apercevoir que peut-être les résultats ne sont pas aussi bons qu'on le souhaitait, il n'y a pas une assez bonne prédiction. Donc, eh bien, on va revenir, peut-être on va changer d'outil d'analyse de données ou changer de paramètres dans l'outil qu'on a utilisé. Et puis, on peut s'apercevoir en fait que le problème vient aussi du fait que eh bien, dans l'état de préparation des données, on a fait des choix de sélection d'attributs qui vont impacter le résultat d'analyse et voire on peut aussi être amené à revenir à reconsidérer la méthodologie de collecte des données. Donc ça, c'est aussi très important de voir qu'à la fois, il y a des outils et des méthodologies adaptées à chaque étape, mais que ces étapes, en fait, il faut avoir une vision globale dans ce qu'on appelle un workflow de traitement de données. Et de plus en plus, on voit des personnes qui travaillent sur maintenant formaliser ces workflows et donc dans leur globalité et proposer des outils support pour accompagner les experts ou les utilisateurs à justement mieux gérer l'ensemble du processus du traitement de données. Donc ça c'est un petit peu tout ce que je voulais dire sur l'aspect chaîne de traitement de données pour l'analyse de données. Et je souhaitais, donc, s'il n'y a pas de questions, je continue sur ma deuxième partie qui porte sur… Il y avait une question, je crois. Allez-y alors. Michael. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu, il y a une question. Dans le chat. Ouais. J'avoue que je n'ai pas regardé. Alors, je la regarde. Oui, ben voilà, j'y arrive. Donc, la question, c'est comment situe la réutilisation des données, qui est un élément important de la science ouverte. Donc, c'est maintenant un petit peu, peut-être que je répondrai à la fin à ça, parce qu'en fait, effectivement, on voit bien que les données, c'est une ressource très importante. Ça permet, il y a donc le traitement de données avec toutes ces étapes et à chaque étape, ces subtilités et ces écueils, en fait, aboutissent à des résultats scientifiques qui sont donc publiés, qui font avancer la science. Mais on voit bien aussi, il y a, avec tout ce qu'on voit ces derniers temps, même depuis un certain temps, qu'il y a quand même un problème de reproductibilité des résultats et que de plus en plus dans les conférences ou les revues qui publient des articles sur des méthodes sur la science dirigée par les données, il y a un besoin de plus en plus, c'est même une nécessité que les auteurs fournissent leurs données pour pouvoir vérifier, que d'autres puissent vérifier les résultats annoncés dans l'article. Ça, c'est un premier pas vers une science ouverte et reproductible. Et donc, cette exigence sociétale, qui est très importante pour que la société, le grand public aient un peu plus confiance qu'au jour d'aujourd'hui dans les résultats scientifiques, c'est une exigence qui est maintenant transmise à beaucoup de niveaux, en particulier au niveau européen. Où il y a des principes et des bonnes pratiques, et des lignes directrices et des directives sur les données et l'accès aux données de recherche quand la recherche est financée sur fonds publics. Donc là, après, il y a besoin de définir ce que c'est que les données de la recherche. Donc, il y a des choses qui sont… Les données de la recherche, c'est très, très vaste. C'est les données qui ont aidé à obtenir des résultats. C'est plutôt ça que j'ai expliqué dans la première partie. Mais ça peut être aussi
les publications font partie aussi des données de la recherche. Donc, il y a aussi au niveau français des lois, des législations qui introduisent la notion d'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. Et dans tout ce qui est la Commission européenne, en tout cas pour la gestion de tous les projets européens, maintenant aussi impose de fournir les données, les métadonnées nécessaires pour valider les résultats présentés dans la publication scientifique. Alors, ah oui. Donc, il y a un certain nombre de directives européennes. Alors, évidemment, quand on essaie de faire des législations, des directives, eh ben, on se retrouve un petit peu avec plein d'exceptions, ce qui est normal. Donc, le principe de l'ouverture des données, en fait, qui est prôné par l'Europe, hein, c'est une approche as open as possible, as closed as necessary. Voilà, parce que les données peuvent rester, ou même doivent rester confidentielles dans certains cas pour des raisons de sécurité ou d'atteinte au respect de la vie privée ou pour plein d'autres raisons commerciales. Donc, ça, c'est un principe fort, as open as possible, as closed as necessary. Et puis ensuite, une fois qu'on a dit ça, quand on dit que voilà, les données, il faut qu'elles soient accessibles, des données brutes accessibles sans aucune explication, ça ne sert à rien. Donc, il y a un certain nombre de recommandations de la Commission européenne, dont le premier, c'est d'associer des identifiants pérennes à des jeux de données. Donc, par exemple, de la même façon qu'on associe des identifiants pérennes pour les chercheurs, mais aussi pour les articles, ça existe. Et pour les données, ça commence à arriver avec, par exemple, en particulier, le DOI, Digital Object Identifier, qui est délivré par un consortium qui est le consortium DataCite et qui n'est pas propriétaire. Hein, donc, c'est des identifiants non propriétaires et interopérables. Et deuxième recommandation, c'est de déposer les jeux de données sur des entrepôts répertoriés qui soient facilement retrouvables. Et enfin, rendre possible l'accès aux données, mais aussi permettre leur utilisation par des algorithmes. Et donc, pour cela, associer aussi se poser la question de quelle licence comment on veut que nos données soient utilisables. Et donc, il y a l'état de licence, les licences Creative Commons sont tout à fait adaptées pour ça. Enfin, en clair, ce que les directives européennes, ça tient en 4 lettres, FAIR, qui veut dire donc de rendre les données de la recherche trouvables, findable, accessibles, interopérables et réutilisables. Alors, ces 4 mots, ils sont évidemment, ils sont importants. Et le réutilisable est peut-être le plus difficile. Donc, moi, je vais vous parler là d'une expérience qu'on a menée à Grenoble, dont je suis à l'initiative. C'est la plateforme Persido, qui est une plateforme ouverte et interopérable de partage de jeux de données, qui est accessible par ce lien-là, et qui a été financée dans le cadre du LabEx que j'ai dirigé pendant 8 ans, le LabEx Percival Lab de l'Université de Grenoble-Alpes, et qui a été aussi financé par le CNRS. Donc, en fait, je ne vais pas vous décrire dans le détail, je vais principalement donner les principes, les fonctionnalités de cette plateforme et qu'est-ce qui nous a guidés dans les choix faits pour cette plateforme. Alors, on a suivi un certain nombre de principes, dont le premier est de donner une importance importante, une importance forte
aux métadonnées. C'est-à-dire, on a donné la possibilité et outillé la plateforme pour que les chercheurs puissent décrire de façon assez précise et assez riche leur jeu de données à l'aide de ce qu'on appelle des métadonnées et en fournissant une interface pour décrire ces métadonnées et aussi une interface pour interroger de façon assez avancée ces métadonnées. Et on a découplé le stockage des jeux de données de leur description par ces métadonnées. Autrement dit, en fait, on peut être dans cette plateforme, on peut en fait décrire et référencer des jeux de données qui sont stockés sur d'autres serveurs ou d'autres centres de données, pas nécessairement le nôtre. Si les gens veulent que l'on stocke leurs jeux de données aussi, ben on utilise les infrastructures de l'Université de Grenoble pour ça, c'est l'infrastructure Summer. Voilà. Et en fait, le grand mot aussi, c'est métadonnées, puis c'est interopérabilité, c'est-à-dire que l'on veut faciliter l'interopérabilité. On a fait des choix dès le départ qui facilitent l'interopérabilité avec d'autres plateformes. Et pour faire cela, ben on a suivi des standards. Pour l'interopérabilité, ça aide de suivre des standards. On a suivi des standards de 2 types. Des standards émergents de consortiums internationaux comme DataCite et d'autres qui visent vraiment la définition de standards pour citer et décrire les données de recherche. Donc, il y a plein de gens qui se sont posé la question et qui ont essayé de standardiser tout ça. Donc, évidemment, on ne va pas réinventer la roue. Mais on a aussi utilisé des standards pour le choix, pour notre modèle de données dans notre infrastructure, qui sont des standards du Linked Open Data, en termes de modèles de données et aussi de vocabulaire spécialisé de métadonnées. Voilà, donc on n'a pas réinventé, on a essayé de réutiliser les choses, les standards existants. Et enfin, on a essayé d'anticiper les usages et d'inciter les chercheurs, nos collègues, nous-mêmes, aux bonnes pratiques. Alors, c'est quoi inciter aux bonnes pratiques les chercheurs ? Eh bien, c'est les pousser à référencer leurs jeux de données par des identifiants externes persistants. Et dans notre plateforme, eh bien, ils peuvent utiliser différents jeux d'identifiants comme ceux proposés par HAL, mais aussi le DOI. On a passé une convention pour qu'on puisse délivrer nous-mêmes des DOI. On a aussi poussé les chercheurs à anticiper la citation qu'ils souhaitent pour leur jeu de données et en distinguant ça de la citation de l'article scientifique. Souvent, ils mélangeaient les deux. Et pour cela, il y a un champ pré-rempli qui peuvent modifier, mais où on indique bien que c'est une citation pour un dataset et pas pour une publication. Et c'est assez marrant de voir que, en fait, les chercheurs eux-mêmes, souvent confondent les deux. Également, les inciter à préciser le droit d'usage de leur jeu de données par une licence Creative Commons à l'aide d'un menu déroulant. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est ce qui nous distingue d'autres plateformes, c'est d'éviter tant que possible la saisie de chaînes de caractères libres pour remplir les valeurs des champs à renseigner. On a, dans la mesure du possible, que des menus déroulants avec des valeurs prédéfinies, à chaque fois avec des valeurs où les personnes peuvent proposer d'autres valeurs, mais qui ne sont pas des chaînes de caractères dans lesquelles on peut se tromper très facilement. Donc, c'est une plateforme ouverte mais sous contrôle dans le sens suivant. L'interface est accessible à tous. Il n'y a pas de restriction pour naviguer et rechercher des jeux de données par leur description, par leurs métadonnées. Il y a juste un login obligatoire quand la personne fait une demande de téléchargement d'un jeu de données. Donc, c'est juste au moment de la demande de téléchargement que la personne doit se loguer. Et en plus, si le jeu de données est déclaré en accès restreint, il y a un envoi automatique qui est fait de demande d'autorisation au chercheur qui a déposé le jeu de données. Par contre, il y a un login obligatoire pour soumettre un nouveau jeu de données. Donc, n'importe quel chercheur peut soumettre un nouveau jeu de données, pas forcément quelqu'un de Grenoble, voilà. Et le chercheur, par l'interface, décrit lui-même ses métadonnées
Et à la fin, il a le choix de demander le dépôt de son jeu de données dans notre plateforme ou de fournir une URL qui dit où trouver son jeu de données. Et en fait, ensuite, il y a une validation de la mise en ligne par un comité éditorial. Donc, on va pas, les jeux de données soumis sont quand même vérifiés de façon légère par un comité éditorial dont je fais partie pour valider la mise en ligne dans la plateforme. Alors, la conformité au RGPD, on s'est posé la question. Au départ, on ne savait pas trop ce que c'était. Enfin, il a fallu, donc, on a suivi quelques formations. Voilà. Donc, notre interprétation est la suivante, c'est que les jeux de données, comme nous, cette plateforme regroupe des jeux de données de recherche en appui de publications scientifiques, eh bien, leur conformité au RGPD, c'est la responsabilité des chercheurs qui publient leurs jeux de données via notre plateforme. Et en plus, comme c'est des données de recherche, ça s'inscrit dans le cadre des données ouvertes. Par contre, c'est l'affichage des métadonnées qui est notre responsabilité. Et donc, dans les métadonnées, il y a effectivement des métadonnées qui peuvent être sensibles. Et donc, il est prévu, ce n'est pas encore fait, de demander aux déposants de donner leur accord sur l'affichage des métadonnées qu'ils fournissent. Donc voilà, je vais peut-être arrêter dans très peu de temps. C'est juste, voilà, si vous cliquez sur l'adresse URL que j'ai donnée au début, eh bien, c'est la première page où on peut donc, via Persido, à la fois trouver des jeux de données d'intérêt ou déposer des jeux de données. Et si on clique sur le bouton soumission, eh bien, on nous indique tout ce qu'on veut, de préparer un certain nombre de choses pour pouvoir après rentrer les différentes, saisir les différentes informations, dont certaines, le moins possible, sont obligatoires. Mais bon, voilà, après, donc, il y a le titre et la description sont obligatoires, les keywords aussi, et les sciences scientifiques. Mais après, voilà, on peut définir quel est le type de données et en cliquant sur les tâches qui ont été les tâches de traitement de données qui ont été effectuées. Et j'avance. Et ce qu'il y a d'important, c'est qu'on relie les jeux de données non seulement aux publications dans lesquelles ils ont été utilisés, mais aussi, depuis peu, on demande aux chercheurs de préciser quel code ou quel package a été utilisé pour implémenter, par exemple, la tâche. Ici, c'est une tâche d'analyse de régression, donc de préciser quel est l'outil qui a été utilisé pour réaliser cette tâche. Voilà. Bon. Donc voilà, je termine juste pour dire que on n'est pas les seuls, loin de là, à s'intéresser à ça. Maintenant, il y a des initiatives aussi au niveau national. Le CNRS est assez en pointe là-dessus, avec leur plateforme Opidor, qui n'est pas forcément exactement... il n'y a pas de dépôt de dataset dans Opidor, mais c'est un outil d'aide à la création en ligne de ce qu'on appelle des data management plans. Il y a beaucoup de choses au niveau européen, via OpenAir et DataSite. Et puis, il y a des outils comme Dataverse ou Zenodo, qui sont des plateformes de dépôt de jeux de données et qui sont assez, donc aussi, où on peut rechercher des jeux de données via des métadonnées, avec des différences par rapport à nous, où on a vraiment mis l'accent sur les métadonnées et l'évolutivité de cette plateforme par les choix qu'on a fait au niveau de l'infrastructure choisie pour la développer. Voilà, j'arrête là mon exposé en deux parties sur les données de la recherche et sur la science ouverte et reproductible. Et je suis prête à répondre à vos questions et je n'ai pas regardé le chat. Très bien, merci beaucoup Madame Rousset pour vos
vos propos, pour cette présentation. Alors, mes collègues ne vont pas me les mentir, hein, je trouve que ça fait largement écho à toutes nos problématiques, bien évidemment, et puis à notre actualité à travers un séminaire récent sur évaluation sciences ouvertes qui a eu lieu la semaine dernière, à toutes ces thématiques qu'on aborde très largement au sein de notre institut. Alors, comme transition, alors bien sûr, on va prendre les questions des collègues. Et alors Juliette Diby-Barthélémy, qui est responsable adjointe du développement RH au sein de l'Institut et chargée de l'emploi scientifique. Du coup, Juliette, tu as pu nous rejoindre, donc merci beaucoup. Et je te laisse la parole pour peut-être une transition justement sur toutes ces thématiques. Et puis après, on pourra ouvrir sur les questions. Donc, merci beaucoup. On peut peut-être arrêter le partage, Madame Brousset, comme ça nous permettra… Enfin, oui, tout à fait, j'arrête. Merci à vous, merci beaucoup. Je t'en prie, Juliette. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour cette présentation. Je me permets de t'appeler Marie-Christine parce qu'on se connaît, par exemple. Oui, on se connaît bien. Donc, je trouvais que ça donnait vraiment des éléments d'éclairage très intéressants pour INRAE. En fait, juste pour un peu recontextualiser par rapport à la commande et peut-être refaire le lien par rapport aux questions. L'idée, c'est que c'est vraiment une thématique pour nous qui est très importante. Enfin, donc, tu l'as bien mis en avant, qu'il y a des attentes, presque des obligations, des demandes dans le cadre, en tout cas, de la gestion des projets, mais même plus largement aussi d'un point de vue plus politique, mais en tout cas institutionnel. Et l'idée, notre problématique à nous, c'est que comment est-ce qu'on va faire former nos agents, que ce soit les chercheurs, mais aussi les ingénieurs, les techniciens. Comment est-ce qu'on va les former, les faire monter en compétence sur toutes ces questions-là pour qu'ils soient en capacité justement de pouvoir au mieux, je vais dire, gérer la donnée au sens très très large, parce que tu as bien montré que gérer la donnée, ça veut tout et rien dire. Donc il y a toutes les étapes différentes. Mais donc on voit bien dans ce que tu as montré que déjà, ça sous-tend beaucoup de sujets. Voilà. Qui a beaucoup de choses à acquérir, comprendre, maîtriser. Enfin, c'est tout un système en soi. Et donc, voilà, l'idée un peu de ce temps d'échange était de voir finalement quels seront nos choix ou nos stratégies ou les pistes pour l'ensemble de l'Institut, pour aider justement les agents à monter en compétence sur les différents aspects de cette gestion de la donnée et à tous les niveaux en fait, des métiers qui sont au sein de l'Institut. Voilà, sachant que, tu le sais bien, Marie-Christine, mais on est confronté à beaucoup de données très, très diverses. Voilà. Et donc, ça touche en fait tous les métiers et aussi toutes les disciplines en fait, de l'Institut. Je ne sais pas, Mickaël, tu es là? Tu veux dire un mot du coup? Je peux dire un mot. La parole comme ça, je suis désolée. Mais… Je peux en dire plus, mais vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Oui, très bien. Alors, j'avais des questions, mais tu veux que je dise un mot sur quoi? Sur le plan de données, tu peux dire un mini-mot sur le plan de données pour la science. J'avais pas. Non, mais c'est pas grave sinon. Non, mais c'était haché, donc j'avais pas entendu ce qu'il y avait avant un mot. Oui, donc on a, comme l'a dit Juliette, on a une réflexion sur ces questions-là et on finalise l'élaboration d'un plan d'établissement sur les données en recherche. La réflexion s'est dit que les données en recherche, comme vous l'avez très bien présenté, c'est quelque chose d'assez qui touche toutes les communautés chez nous. C'est assez systémique, donc ça touche du technicien au directeur scientifique. Et donc, ça touche au moins 4 grandes dimensions qui sont la science, bien sûr, la science des données, tout ce qui est l'ingénierie autour des données, mais aussi une dimension RH, formation, compétences, métiers. Et là, on travaille, on voit bien qu'on a des choses à faire avec notre DRH. Et il y a aussi toute une dimension stratégie partenariale, parce que le paysage est en train de beaucoup d'évoluer, de se structurer avec des infrastructures de recherche qui se mettent en place, etc. Et on a besoin de pas travailler tout seul, mais bien de le faire en accord et en coordination. Et donc, ce plan a cette vocation-là. De ça, on a émis un certain nombre on a 6 priorités stratégiques
qui vont se décliner en actions pour essayer de vraiment transformer en profondeur les pratiques. Alors, toute la question est comment on transforme en profondeur. Là, on va être assez expérimental, mais voilà, c'est devenu vraiment une priorité de notre établissement parce qu'on est assez conscient de cet enjeu. Et c'était un mot qui était un peu long. Excuse, Juliette. Merci, Mickaël. Et du coup, tu avais une question. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être pas à moi de donner la parole, mais je sais que ouais, je t'en prie, Juliette. Alors, j'ai une question sur ce qui est sur l'exposé qui a été fait sur un peu les différentes activités. Je voulais vous interpeller vous interroger par contre, il y a un mot qui sort beaucoup, alors ça vient de l'industrie, mais ça apparaît de plus en plus dans les programmes de recherche. C'est la notion de jumeaux numériques ou digital twins, qui vise à articuler des activités de collecte de données, d'analyse de données dont vous avez parlé, mais aussi les activités de simulation autour d'un objet commun pour des ambitions de prédiction, de surveillance et autres. Et donc, ma question était un peu polémique. Est-ce pour vous une bulle marketing ou d'un intérêt organisationnel en recherche? Ah oui. Ce que vous appelez, oui, jumeaux numériques, c'est jumeaux numériques au sens large, c'est-à-dire sur un objet ou pas forcément sur des personnes. Non, en fait, c'est pour travailler sur un objet qu'on peut, plutôt que de travailler sur l'objet, travailler sur la représentation de cet objet et en fait, alors, transposer chez nous, ce serait sur sur nos objets de recherche ou quelques objets de recherche qu'on a. On va dire, ça peut être une cellule, ça pourrait être un process de transformation agroalimentaire, ça pourrait être une ferme. Enfin, oui, ces objets de recherche qu'on a, oui, tout à fait. D'aborder, on les observe, on a des mesures de ça. On a des approches plus cognitives de simulation, etc. On analyse des données, mais c'est des activités qui peuvent être, avec la structuration de la recherche actuelle, qui ne sont pas toujours très connectées. C'est-à-dire qu'on a des infrastructures de recherche, etc. Et alors moi, c'est l'idée, quand j'ai vu ça apparaître, que ça pouvait donner un cadre structurant à comment organiser ça. Mais voilà, je profitais de votre exposé, de votre expérience pour savoir quel était le côté, parce qu'on entend beaucoup parler, je me méfie des fois quand ça buzz comme ça, il peut y avoir un côté très marketing, et avec derrière peu de réalité. Je pense que pour l'instant, on ne sait pas trop bien faire, hein, c'est pas très bien. Mais effectivement, c'est aller vers ça, je pense que c'est-à-dire ça revient à boucler, à avoir une chaîne de traitement qui enrichit au fur et à mesure du temps la connaissance qu'on a sur la connaissance globale qu'on a sur une cellule, une ferme, tout ça. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup mieux que d'éclater des traitements de données et puis après qu'on a du mal à rattacher à l'objet d'étude. Donc, c'est en fait remettre l'objet d'étude au centre et les traitements de données autour et avec un retour à chaque fois. Donc, ça, effectivement, ça permet de bien structurer les activités autour d'une thématique ou d'un objet, mais à mon avis, on est loin encore de savoir le faire. Oui, bon, ça rejoint. Mais aller vers ça, oui, mais on est loin de savoir le faire. Merci. Alors, je suis un petit peu gardien du temps, je suis désolé. On se dit qu'on prend peut-être encore des questions, des remarques s'il y en a encore, et puis après on passera à la séquence de travail. Je vous en prie. Je regarde le chat, mais je crois qu'on avait répondu, c'était Mickaël, essentiellement. Ouais. J'en profite du coup. C'est juste pour mentionner, dans le cadre du deuxième plan national pour la science ouverte, il y a tout un pan de projet autour de ça, de l'articulation autour des données et de l'ouverture des données. Il y a notamment un projet de développement d'un portail national pour les données de la recherche, qui est sous-traité entre guillemets à INRAE. Donc, ce serait sur une technologie Dataverse. Et j'aurais été intéressé par savoir si vous étiez parce que je ne connaissais pas votre plateforme, mais j'y vois des choses très intéressantes. Et donc, est-ce que vous faites partie de cette action-là? Et alors, plus en rebond par rapport à la formation,
du coup, et ces rencontres nationales, il y a dans ce plan des ateliers sur lesquels il y aura des financements pour développer l'accompagnement des pratiques de la donnée autour des données FAIR et des données ouvertes, et donc de savoir comment, voilà. Est-ce que ça, c'était quelque chose que vous aviez dans votre scope et comment articuler nos actions d'établissement avec ces appels d'offres? Oui, alors je suis un peu au courant de tout ça et impliquée dans des groupes de travail, principalement via le CNRS, où je suis chargée de mission, et donc je suis dans effectivement la cellule données. Et là, il y a eu des appels européens où j'ai vu que l'INRAE était en bonne place autour de ça, et où le CNRS a un peu tardé à répondre et se retrouve un peu à toquer à la porte. Oui, donc je suis impliquée là-dedans. Alors, au niveau local, principalement autour de cette plateforme que j'ai présentée, mais au niveau national, via le CNRS, en fait. D'accord. Alors, du coup, et Philippe, sur les aspects, Philippe ou Juliette, peut-être, sur les aspects donc articulation des plans de formation interne et puis ces appels d'offres là, qui vont pouvoir venir. Ben, je pense que c'est un sujet effectivement qu'on aborde sur d'autres thématiques d'ailleurs. Hein. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on se connecte sur ces appels à projets, ces appels d'offres et ces appels à manifestation d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de construire, Michael, hein, tout simplement. Oui. Et je pense que c'est indispensable. Hein. Enfin, Juliette ne me contredira pas là-dessus. Hein. Je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse les liens. L'intervention de Mme Rousset, c'est aussi l'occasion de faire ces connexions qui sont indispensables pour nous. Hein. Donc effectivement, ça fera partie de la feuille de route et de la mise en œuvre. Nicolas, je t'en prie. Merci beaucoup pour cet exposé qui, moi, je trouve, fait résonance avec les quelques connaissances que j'ai dans le domaine. Ce n'est pas mon domaine à moi, je suis dans le développement des ressources humaines. Donc, il y a un certain nombre d'acteurs ressources humaines autour de la table. Et effectivement, nous sommes interpellés par la direction à travers de ce plan national de données de l'établissement sur l'accompagnement des personnes et des acteurs en fait, de la transformation numérique. Comment on a eu quelques discussions avec nos collègues, mais comment est-ce que vous voyez les différents métiers qui pointent, data scientist, entre la relation entre le chercheur qui produit les données ou qui les conçoit, l'ingénieur qui les manipule, le technicien qui les je ne sais pas quoi. Voilà. Est-ce que vous avez une vision un peu, quelle est votre vision des différents métiers en émergence autour de ces questions de données? Si vous en avez une, bien sûr, mais j'imagine quand même que vous en avez une. Oui, alors, moi, ce que je dirais, il y a l'aspect chercheur que je mets un petit peu de côté parce que voilà, la recherche actuellement en sciences des données, ça fourmille et on voit à peu près ce qui se passe. Par contre, ce qui est assez flou pour moi, c'est au niveau ingénieur, ce qu'on peut appeler les data scientists, c'est-à-dire les data scientists qui, eux, en fait, doivent savoir utiliser des résultats de la recherche. Et il y en a plein. Il y a plein d'algorithmes qui sont intégrés très, très vite dans des bibliothèques et qui sont donc facilement utilisables. Et ça, je pense que au niveau ingénieur, au niveau technicien, je sais moins, mais au niveau ingénieur, ce dont je suis persuadée, c'est qu'il faut vraiment former les ingénieurs avec une coloration data scientist sans savoir exactement comprendre ce qu'il y a dans les outils eux-mêmes, mais à savoir les utiliser. Et c'est ça, c'est complètement... Et c'est très difficile parce qu'en fait, franchement, moi, je vois l'évolution là, des jeunes qui sortent de... Je suis dans une école d'ingénieur, enfin, je vois les écoles d'ingénieurs, l'ANSIMAG, etc. Je trouve que le risque, mais même pour les décideurs, c'est pareil, hein, le risque, c'est de dire « Ah là là, un algorithme a trouvé ça et c'est génial et on n'a aucun, et c'est de la magie presque. Et on y croit. Enfin, moi, j'ai même un collègue que je nommerai pas parce que c'est un chercheur éminent en base de données qui m'a dit qu'il avait plus confiance dans un algorithme qui fait un diagnostic médical que dans un médecin. Donc, voilà, c'est un peu provocateur sûrement, mais donc moi, je pense qu'il faut vraiment former les gens et c'est ça, à savoir s'approprier des outils qui sont sur étagère
pour les utiliser à bon escient et avoir en fait à développer leur esprit critique et à chaque fois de dire, d'être capable d'évaluer l'application d'un outil automatique, sa qualité. La qualité, enfin pas la qualité de l'outil en tant que tel, la qualité du résultat sur les données qu'on lui fournit, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important à un niveau ingénieur de donner suffisamment de connaissances, ne serait-ce que pour choisir les bons outils. Le deep learning, c'est super à la mode, par exemple. OK, mais le deep learning, ça marche très bien pour des images, mais ça ne marche pas du tout bien pour d'autres choses. Voilà, et donc savoir aussi, donc voilà, c'est ça, savoir choisir parmi la classe des outils l'outil le plus approprié et donc comprendre un petit peu ce qu'il fait, c'est quoi les entrées et c'est quoi les sorties, et puis après qualifier, être capable de paramétrer correctement cet outil pour avoir un esprit critique en fait sur les résultats fournis par des outils automatiques. Ok, j'imagine aussi que du fait des évolutions technologiques, les outils évoluent très vite aussi, donc il faut avoir une capacité aussi à une appétence pour les choses qui changent vite et qui apportent des choses. Ça, certainement, enfin, je ne sais pas, hein, j'imagine que ça, c'est important aussi. C'est vrai, les outils, oui. Disons que les outils changent très vite. Enfin, les outils qui sont sur étagère, bon, ils ne vont pas non plus changer. Oui, ils changent vite, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut avoir aussi une formation un peu basique sur savoir les outils, ce qu'ils font. Enfin, c'est quoi les grandes classes de traitement de données, et pour après dire bah, tel outil, ils font ça, il prend en entrée tel type de données, et voilà, ce genre de choses, oui. Ça, je suis d'accord que du coup, c'est pas être formé aux outils, vous voyez, parce que formé aux outils, en fait, souvent, les gens, enfin, c'est tellement facile. Je veux dire, les environnements, là, moi, j'ai vu un de mes stagiaires cet été, c'est vachement facile. On fournit les données sous forme CSV et puis on attend le résultat. Donc, c'est pas être formé à utiliser les outils. Ils sont très faciles d'utilisation, les outils. C'est simplement avoir une connaissance basique de qu'est-ce qu'il y a comme approche ou algorithme derrière. Vous voyez ? Oui, je vois très bien, oui. Enfin, maîtriser les outils dans le sens de maîtrise critique, en fait. Hein. Oui, voilà, maîtrise critique des outils. Ouais. C'est ça, ouais. Merci beaucoup. Une dernière question? Ou pas? Très bien. Mais écoutez, merci infiniment pour tous ces échanges. Je crois qu'on sera amené avec plaisir à vous recontacter, parce que je crois qu'on a beaucoup de choses aussi à partager. Voilà, merci beaucoup.